Alors, avant de passer la parole à François Fillon pour ce moment qu'on attend tous. Je voudrais, en passant la parole à François Fillon, on a quelque chose à vous proposer, François, qui est ce qu'on appelle le pacte de la société civile. On a travaillé avec ça, avec toute l'équipe. Ce qu'on voudrait, on veut que vous soyez élus. Et quand vous serez élus, on veut que vous mettiez en œuvre le projet qu'on a construit avec vous sous votre autorité. Et notre engagement, si vous l'acceptez, c'est que le Conseil de la société civile restera à votre côté pendant tout le quinquennat pour vous aider à accompagner vos mesures. Il n'y a rien à signer, mais... Mes chers amis, merci de me souhaiter avec autant de chaleur mon anniversaire. J'en ai connu des meilleurs. Et j'en connaîtrai des meilleurs. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous dire merci, pour vous dire combien votre engagement est formidable, pour vous dire que je souscris à un pacte qui scelle nos engagements réciproques avec un Conseil national de la société civile veillant à la mise en œuvre des mesures auxquelles nous avons ensemble réfléchi. On prétend que les Français se détournent de la politique. Mais en réalité, ils ne demandent qu'une chose, c'est y croire, c'est participer. Et c'est justement ce que vous, spontanément, vous avez fait, sans compter votre temps. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir ainsi? L'amour de votre pays, la conviction que vous devez lui donner autant qu'il vous donne, la conviction aussi qu'il faut que ça change vraiment, et l'intuition juste que vous pouviez prendre les choses en main. Vous avez exprimé les problèmes que vous connaissez, vous avez formulé vos solutions qui sont dictées par le bon sens et par l'expérience. Ça fait presque 4 ans que cette aventure a commencé. Elle a commencé de manière informelle, avec Pierre Danon, avec François Bouvard et quelques autres que je salue et que je remercie du fond du cœur. Nous étions peu nombreux, mais tous armés d'une volonté absolue de bâtir un projet puissant et cohérent. Combien de réunions, de discussions, d'écriture, de réécriture, je ne les compte plus. Et puis nous n'avons cessé de croître. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 2500 comités thématiques actifs dans toute la France. Vous avez constitué une force considérable. Et cette force, venue de tous les secteurs de la société civile, pour quelle raison j'ai voulu m'appuyer sur elle? Parce que je connais la France, et je connais son État, je connais ses rouages, je connais ses labyrinthes, je connais son état d'esprit, je connais, pour les avoir vécus, les blocages intellectuels et politiques. Contrairement à ce qui est dit, les élites sont souvent bien plus conservatrices et bien plus prudentes que les Français. De fil en aiguille, les pouvoirs se sont accoutumés à l'idée que le pays n'était pas vraiment réformable. Et d'hésitation en recul, le déclin nous a pris à la gorge. Ce que je crois,
c'est que maintenant les circonstances sont décisives. La France est en train de sortir des radars de l'histoire. Chaque soir, nous nous demandons ce que sera demain, alors que chaque matin, en Asie, en Inde, au Brésil, des centaines de millions d'hommes et de femmes se lèvent en se disant « le progrès est à portée de leurs mains ». Nous, le progrès, nous ne savons même plus ce que ce terme signifie. Pire que cela, l'idée même du progrès nous angoisse. Eh bien, je veux que nous retrouvions le goût de croire au progrès, de nous battre pour lui. Et cette bataille exige plus de foi en nos atouts productifs, scientifiques, technologiques, plus de foi dans notre capacité, tant de fois vérifiée au cours des siècles, à surprendre le monde par notre indépendance de ton, par notre culture, par notre ingéniosité, par notre art de vivre. Notre premier ennemi, il est en nous. Il est dans cette façon nocive de persifler notre pays. Il est dans cette étrange préférence pour l'égalitarisme plutôt que pour la réussite. Il est dans cette mortelle propension à préférer les illusions à la vérité et à l'action. Le peuple français n'est pas coupable. C'est tout notre système qui l'est. Et à sa tête, il est vrai que les socialistes n'ont jamais brillé par leur audace. Mais soyons justes, nous avons tous notre part de responsabilité. Et j'assume les miennes. J'ai tiré la leçon des erreurs du passé. J'ai réfléchi, travaillé. Je me suis préparé. J'ai construit pierre à pierre un programme audacieux, le seul, à mon sens, capable de régénérer l'énergie française. Mais ce programme, il m'était impossible de le faire seul. Non seulement parce qu'il fallait me réinventer, mais aussi parce qu'on ne redresse pas la France sans les Français. Alors ce programme, je l'ai fait avec vous. Je l'ai fait aussi en partant sur les routes, pendant 4 ans, en écoutant mes concitoyens de tous les métiers, en entendant leur avis, leur vécu, leur colère, leurs propositions. J'en ai vu de près des campagnes présidentielles. Et je peux vous dire comment ça se passait. Les technos et les politiques tenaient la plume, et de temps en temps, on consultait entre deux portes la société civile. Eh bien, moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Je suis parti de la société civile pour croiser ces solutions avec les miennes. J'ai arbitré entre les propositions qui venaient jusqu'à moi, une à une. Et très souvent, j'ai arbitré en faveur des propositions qui venaient de vous, parce qu'elles rejoignaient mes convictions intimes. C'étaient les propositions les plus radicales, les plus inspirées par une révolte saine et stimulante contre l'échec. Elles venaient de tous ces professionnels, étouffés dans leur activité par les excès de taxes, de réglementations, de méfiance, qui les empêchent de se développer, qui les empêchent de créer des richesses, de créer des emplois. Elle venait aussi de tous ces Français excédés par cette perte des repères qui font la France, l'école, la famille, l'autorité de l'État, la laïcité. Cette radicalité, elle ne venait pas d'en haut. Elle ne venait pas d'une idéologie. Elle venait du terrain. Elle venait d'une demande profonde de la société française, que j'ai entendue et que j'ai exprimée en disant un jour qu'il fallait casser la baraque pour mieux la reconstruire. Le redressement national ne peut pas venir que du sommet, à coups de lois et de décrets. En décembre dernier, j'ai entendu François Hollande prétendre que sans État, il n'y a pas de France. Les socialistes sont incurables. Je respecte l'État et je le veux fort. Mais il faut surtout dire que ce sont les Français qui font la France. Vous savez, la politique est souvent à l'image du pays. Lorsque les Français exigent la vérité s'impose. Lorsque les Français exigent les réformes, on arrête les réformettes. Lorsque les Français sont courageux, les politiques le deviennent. Lorsque les Français réclament vraiment des espaces pour agir, la bureaucratie recule.
C'est donc à vous, à nous tous, de prendre en main la France parce que la France aura le destin pour lequel nous sommes prêts à nous mobiliser. Ce que je propose est fondé sur le bon sens et sur l'exemple de nations qui nous sont comparables. Pourquoi serions-nous incapables de faire ce que les autres ont fait? Pourquoi serions-nous éternellement le pays du chômage, le pays des dettes, le pays de la bureaucratie, le pays des rêves brisés, celui où les jeunes se réfugient à Pôle emploi ou s'expatrient à l'étranger? Est-ce qu'il y a une malédiction française qui nous cloue au sol au moment d'agir? Eh bien, je ne veux plus de cette malédiction française. Je suis en colère chaque fois que j'entends dire qu'en France tout est impossible. Je suis en colère contre les cyniques, les blasés, les défaitistes. Je suis en colère parce que je veux la France en tête et parce que je suis convaincu que c'est absolument possible, totalement possible pour un peuple qui a tant d'atouts entre ses mains. Aujourd'hui, malgré tous nos handicaps, nos 35 heures, nos déficits, nous sommes encore la 5e puissance du monde. Nous avons des entrepreneurs créatifs et courageux, des chercheurs brillants, des salariés productifs, des fonctionnaires dévoués. Nous avons des infrastructures modernes. Nous pouvons compter sur une diplomatie et une armée de tout premier plan. Nous avons une culture et un patrimoine exceptionnels. Bref, nous avons entre les mains un trésor qui ne demande qu'à briller de tous ses feux. Je n'ai aucun doute sur le génie de la France, mais j'enrage devant tout ce qui bloque le génie. Mes amis, vous connaissez les grandes lignes de mon programme. Je ne suis pas là pour entrer dans les détails. J'ai envie de vous parler de sa force directrice. Je veux vous parler de la première valeur de notre devise. Je veux vous parler de la liberté. Je veux vous en parler parce que la liberté est l'étincelle qui actionne les hommes et les nations. Notre liberté, c'est notre identité, c'est notre génie. C'est la nécessité aujourd'hui, plus qu'hier, d'être fidèle à ce que nous sommes. Notre liberté, c'est ce souffle vivant, immortalisé par ce personnage mythique de Delacroix, guidant le peuple de son courage, de sa ténacité et de l'espoir de lendemains meilleurs obtenus au prix d'efforts, d'abnégation, du refus de se résigner. Ce beau mot de liberté, autrefois chéri des poètes, des résistants, nourrissant de son sang l'appel du 18 juin, a vu son écho s'affaiblir, son aura s'éteindre. Ceux qui vous ont promis qu'avec moins de liberté, on gagnerait plus d'égalité se sont trompés et vous ont trompés. Sans la liberté, point d'égalité ni de fraternité. Sans la liberté, point de justice. Sans liberté, point de confiance. Sans liberté, point de solidarité. Sans liberté, point de souveraineté nationale. Jeanne d'Arc, Émile Zola, Victor Hugo, Jean Moulin et tous nos héros inconnus de la France libre et résistante, tous nous le disent, tous le clament. Quand la France a un genou en terre, le seul moyen de se redresser, c'est l'amour sacré de la liberté. La liberté de s'exprimer, la liberté de travailler et d'entreprendre, la liberté de créer et d'inventer, la liberté de réussir, la liberté de se battre contre les relativismes, la liberté de penser autre chose que le politiquement correct. La liberté de se dresser contre les nouveaux totalitarismes, la liberté d'être français face à une mondialisation anonyme qui voudrait aplatir toutes les identités rebelles et faucher toutes les racines du passé. C'est cette liberté qui conduit Marie Curie à surmonter les préjugés et les injustices,
à une époque où les sciences étaient réservées aux hommes, à lutter pour devenir chercheuse, pour gagner sa vie, pour être une femme indépendante et aboutir avec son mari Pierre à la découverte fondamentale du radium qui va révolutionner le monde. Finalement, être libre, c'est pouvoir devenir plus que ce que l'on est. C'est avoir la latitude si stimulante de s'inventer son propre destin. Eh bien, c'est ce que je veux pour chaque Française et pour chaque Français, servir ses rêves et, ce faisant, servir son pays. La liberté que je propose à la France est une espérance. L'espérance d'une France où l'État, à nouveau garant de l'autorité, protégerait les citoyens sans les étouffer. D'une société dans laquelle chacun pourrait à nouveau jouer pleinement son rôle. D'un pays où la bureaucratie ne mettrait plus des bâtons dans les roues à tous ceux qui ambitionnent d'améliorer leur vie. N'ayons pas peur de cette espérance, n'ayez pas peur d'espérer. Mettons ensemble un terme à cette vision figée qui enferme chacun dans un travail à vie ou pas de travail du tout. Quittons cette peur panique de prendre des risques, de ne rêver que de directives et de précautions. N'est-il pas urgent de vous refaire confiance? N'est-il pas urgent de vous redonner le pouvoir d'oser? N'est-il pas urgent de cesser de penser et de décider en tout et pour tout à votre place? Alors on me dit que c'est impossible. Mais ceux qui disent cela ont oublié qu'en France, l'audace paie et que la liberté est une valeur contagieuse. Plus on libère, plus on a soif de foncer. Dans cette France libre à laquelle j'aspire, l'égalité ne consisterait plus à écraser la tête de tout le monde sous la même toise. L'égalité se mesurera aux chances données à chacun de saisir sa chance. Chacun pourra trouver sa place. Grâce à ses talents et grâce à son mérite. Le mérite, c'est le corollaire de la société de liberté. C'est la clé oubliée d'une société juste, offrant à tous, quelles que soient ses origines, sa fortune, son âge, l'opportunité de s'arracher à sa condition. On me dira une France de la liberté, mais quelle utopie! Surtout en France. Une utopie peut-être, mais une utopie réaliste. Parce que la liberté n'ambitionne pas, contrairement aux autres idéologies, de changer l'homme, mais de respecter pleinement ce qu'il est, de l'autoriser à suivre sa route, de tracer le chemin qui est le sien. La France n'est belle et forte que lorsqu'elle fait confiance à chacun. Eh bien, c'est cette France fraternelle que je vous invite à ressusciter. Parce que c'est en nous redonnant confiance que collectivement nous retrouverons l'estime de nous-mêmes, le goût de respecter les autres, d'agir avec eux pour notre bien commun, pour le bien de la France. La liberté, c'est la plus belle révolution que je puisse porter avec vous. Qu'on m'entende bien, porter cette ambition de liberté au service de chacun, ce n'est pas être naïf. Évidemment que l'État gardera son rôle central pour protéger ceux qui en ont besoin, pour assurer la sécurité, pour assurer la justice, pour venir en aide aux plus démunis. Vous me connaissez, je n'ai pas la réputation d'être un anarchiste. Et rien ne m'est plus évident que la solidarité sociale, qui est le pendant de l'unité nationale. C'est justement ce pari de l'alliance entre la liberté et la protection que je veux former devant vous. Parce que, comme disait le général de Gaulle, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Eh bien, la France a un rôle central à jouer. La France est attendue. Et mes amis, il est grand temps pour nous de nous rendre compte que nous sommes une grande, une belle, une sublime nation qui aime rêver en grand. Parce que nous sommes tous amoureux de la France. Rassemblons-nous, redonnons-lui tout ce que notre pays mérite,
tout ce dont il a été depuis si longtemps privé. Victor Hugo disait « à temps nouveau, devoir nouveau ». Voilà pourquoi je propose des changements radicaux. Voilà pourquoi je propose des réformes qu'aucun de nous n'a depuis 30 ans osé formuler. Parce que désormais, il n'y a plus à tergiverser. La situation alarmiste de notre chômage de masse, de notre croissance atone, de nos finances publiques, la situation d'état d'urgence qu'affronte la République, tout ceci mérite une réaction massive. Je crois en l'énergie de tous ceux, entrepreneurs, responsables d'associations, artisans, commerçants, médecins, artistes, qui veulent pouvoir développer leur activité sans passer leur temps à remplir des formulaires et à se tenir informés de réglementations sans fin. Cela commencera par un code du travail simplifié et recentré autour des normes fondamentales. Cela suppose de redonner toute sa place à la négociation d'entreprise, parce que ce sont ceux qui connaissent le mieux leur entreprise, ses besoins, les personnes qui la dirigent et qui y sont employées, qui sont les mieux placés pour trouver les meilleures solutions. Ce que je veux, ce n'est pas simplement simplifier des règles, c'est réveiller toute la puissance qui est en nous. Alors avant l'été 2017, nous aurons soumis au Parlement un collectif budgétaire et une grande loi sur le travail et l'emploi. Je ferai sauter les principaux verrous aux initiatives et aux embauches. Fin des 35 heures, allègement des charges, relèvement des seuils sociaux, plafonnement des indemnités prud'homales, suppression du compte pénibilité, réforme de la fiscalité du capital. Je prendrai des mesures qui auront un impact immédiat et durable sur le chômage, refonte de l'alternance, mise en place d'un cadre fortement incitatif pour les services à la personne. Et tout ceci aura lieu au début du quinquennat. Dans les 3 premiers mois, nous aurons créé un choc positif et nous aurons lancé une dynamique puissante en faveur de l'emploi. Et dans le même temps, nous aurons pris les mesures urgentes dont notre pays a besoin pour restaurer la sécurité de ses concitoyens. Oui, je diminuerai le poids de l'État. Oui, je diminuerai le nombre des emplois publics. Mais je ne diminuerai pas les salaires des fonctionnaires. Le passage aux 39 heures donnera lieu à une augmentation de leurs revenus, à une amélioration de leurs conditions de travail, à de meilleures perspectives de carrière. Et je prendrai immédiatement les mesures qui redonneront du pouvoir d'achat aux Français, en particulier avec une mesure forte. Le forfait d'allègement de charges redonnera immédiatement plusieurs centaines d'euros de pouvoir d'achat supplémentaires à tous les salariés directement sur leur feuille de paie. J'augmenterai les petites retraites, parce que c'est justice. D'ailleurs, mon gouvernement l'avait fait. Je le referai. Toutes les pensions du régime de base inférieures à 1 000 € augmenteront de plus de 300 € par an. Et j'augmenterai d'au moins 600 € par an les petites pensions de réversion. Enfin, j'aiderai les familles qui investissent pour l'avenir de notre pays avec le relèvement du quotient familial et le rétablissement de l'universalité des allocations. À l'automne, cette première masse critique de réformes sera prolongée par l'ouverture de plusieurs grands chantiers qui seront mis en œuvre sur la durée du quinquennat. Je veux engager une profonde réorganisation de l'État et de la sphère publique, en m'appuyant sur le levier du digital, de la numérisation, qui doivent révolutionner les rapports entre l'administration et les citoyens. Nous lancerons une revue générale des normes et des contraintes, en associant étroitement le Parlement et la société civile. Nous mesurerons en permanence l'évolution de la satisfaction des usagers et l'allègement des règles et des normes. Nous ne devons soumettre à aucun de nos concitoyens, aucune de nos entreprises, à plus de normes que ce qui nous est demandé par les textes communautaires.
Nous lancerons enfin les grands programmes que j'ai annoncés à la Villette sur le handicap et la lutte contre la très grande pauvreté. Demain, la France sera plus riche et plus compétitive, parce que chacun sera davantage libre de travailler plus et d'en conserver les fruits. Vous en constaterez les bénéfices dans votre vie, car à la liberté de travailler, j'adjoindrai un soutien volontaire aux classes moyennes et une bouffée d'oxygène à nos PME, à nos TPE, à nos agriculteurs, à nos commerçants, en baissant les charges et les impôts de 50 milliards d'euros et en réduisant significativement l'impôt sur les sociétés. Ce choc fiscal n'est pas un cadeau, c'est un acte de justice, c'est un acte d'efficacité, c'est un acte moral. Parce qu'il est amoral de pénaliser celui qui réussit, de même qu'il est anormal de laisser tomber celui qui n'a rien. Moins de charges et plus de souplesse, c'est plus d'embauche, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus de consommation. Et pour l'État, la possibilité de redistribuer les bienfaits de la croissance et de les investir dans l'avenir. Voilà, c'est ce cercle vertueux que je vous propose ensemble de relancer. Je veux soutenir cette France optimiste, conquérante, qui s'engage parce qu'elle dessine la France de l'avenir. Je veux une France qui propose, qui crée une dynamique, qui s'attelle avec ses partenaires, à commencer par l'Allemagne, à bâtir une Europe plus forte, une Europe recentrée sur ses priorités stratégiques, la sécurité, les frontières, l'agriculture, l'énergie, la défense, l'innovation, l'immigration. C'est aussi pour demeurer libre, tout en accueillant les talents, que nous mettrons un terme à l'immigration irrégulière et que nous expulserons les clandestins qui ne respectent pas nos règles. L'immigration sera subordonnée à une réelle perspective d'intégration en France, parce que la France est notre destinée commune. Je ferai aussi pleinement respecter le principe de laïcité. La laïcité doit permettre à tous, croyants de toute religion et non-croyants, de vivre ensemble. Voilà pourquoi il faudra rendre transparent le financement de l'islam, s'assurer de la formation des imams, de la même façon que, dans le passé, les religions catholiques, protestantes et juives ont pleinement accepté les lois de la République. Parce que on ne peut pas vivre les pieds au XXIe siècle et la tête au XIVe. La France doit lutter contre le fondamentalisme, le salafisme et le totalitarisme islamique. Ils veulent nous forcer à revenir en arrière alors que nous assumons d'aimer le progrès. Nous ne les laisserons pas faire. Voltaire l'avait bien perçu quand il disait « N'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas ?» Aujourd'hui, dans un monde chaotique, de Charlie Hebdo et l'hypercacher à Nice, en passant par le Bataclan jusqu'à Berlin et Istanbul, nous sommes bien en guerre. Et c'est bien la liberté, notre liberté qui est attaquée. La liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de faire la fête, la liberté de prendre un verre à la terrasse d'un café, la liberté de croire au ciel ou de ne pas y croire, la liberté de vivre tout simplement. Alors mes amis, ce que je vous propose, c'est de nous battre et de nous mobiliser pour redonner à notre pays cette liberté dont il a été souvent à l'origine et dont le message a traversé le monde. Ce que je propose, c'est vous qui me l'avez largement suggéré. Ce que je propose, tous les États qui réussissent l'ont mis en œuvre. Alors, les mensonges socialistes,
venant de ce parti comme d'ailleurs, laissons-les de côté et avancer sans être masqués. Parce qu'on les connaît, tous ceux qui ne veulent rien changer, ou presque. Il y a la gauche et ses 32 heures. Il y a l'extrême droite et son retour au front national. Il y a l'alliance Macron-Bayrou. Bref, rien qui ne puisse restaurer la force de la France. Pour réanimer une France au bord du gouffre, avec plus de 2000 milliards de dettes, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, ça n'est pas en conservant notre prétendu modèle que nous allons y arriver. La France a besoin d'un nouveau souffle. Avec Clémenceau, qui s'adressait aux lycéens, je dis, pour connaître par vous-même la fortune de vos efforts, retroussez résolument vos manches et faites votre destinée. La réforme d'ampleur, ce n'est pas l'ennemi de la France, c'est notre seule chance d'en sortir. Le temps est venu de nous libérer de tous ces boulets qui nous empêchent d'avancer. Ça ne veut pas dire faire table rase du passé, bien au contraire. Je crois en l'importance des racines et des valeurs, pour un peuple comme pour un homme. Ces racines, ces valeurs, ce sont, je le redis, le travail, le mérite, l'envie de réussir, la recherche de l'excellence, l'autorité et la responsabilité, la famille, l'équité, la solidarité, la fraternité, ce sont ces valeurs qui sont notre colonne vertébrale, eh bien ce sont ces valeurs qui nous feront demain avancer. Mes amis, cette campagne est un étrange combat. Vous êtes courageux, on veut vous intimider. On s'attaque à moi, mais à travers moi, ce qu'on cherche à abattre, c'est le redressement national. Et c'est une volonté de changement dont vous êtes chacune et chacun les porteurs. Alors je vous le demande, n'abdiquez pas, ne renoncez jamais, votre engagement doit se poursuivre. Toute cette force que vous avez rassemblée ne doit pas s'arrêter. La France a besoin de vous. Elle a besoin de vous pour se réformer. Elle a besoin de vous pour heurter les bastilles et les citadelles derrière lesquelles s'abritent les conservatismes, les corporatismes et tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Faites triompher le souffle intense, le souffle inspirant de la liberté, le souffle de la France. Bravo.
Bravo. Merci. Bravo. Bravo. On lâche rien. À demain.